Si je vous dis dunk, poster, alley-oop, vous allez me sortir tout un tas de noms allant de Jordan à Vince Carter par exemple. Mais si je vous parle d'ailier fort ou de poste 4, vous allez me dire John Collins? Ah ouais, pas mal. Blake Griffin? C'est un classique. Shawn Kemp? Pourtant, un autre nom devrait s'ajouter à cette liste, il s'agit d'Amar'e Stoudemire. Stoudemire est né à Lake Wales en Floride, une petite ville située à 1 heure de route d'Orlando, ce qui était déjà une bonne excuse pour en faire une vidéo sur le bonhomme. Une enfance pas facile pour le petit Amar'e qui perd son papa à l'âge de 12 ans et dont la mère fait quelques allers-retours en prison. Influencé par d'autres personnes de son entourage, Stoudemire commencera à jouer au basket à l'âge de 14 ans. Mais pas facile de s'épanouir dans ce sport quand tu es transféré 6 fois entre 5 lycées dans 2 états, notamment à cause de la situation de Mama Stoud. Ces différents transferts lui feront manquer toute son année junior et il ne jouera que 2 saisons complètes. Bon, avec une dernière saison à 29,1 points, 15 rebonds, 6 contres et 2 interceptions par match, il y a moyen de te faire remarquer. Pour preuve, on le retrouvera au McDonald's All-American Game en 2002, l'événement qui rassemble les meilleurs lycéens du pays au Madison Square Garden de New York, où il accompagnera un certain Carmelo Anthony. Détails qui auront leur importance plus tard dans cette vidéo. Considéré comme le meilleur lycéen du pays en 2002, Stoudemire choisit l'université de Memphis mais va se rétracter, préférant se présenter à la draft et passer directement du lycée à la Grande Ligue. Il sera choisi en 9e position par les Phoenix Suns et sera le seul lycéen de la QV sélectionné au premier tour. Pour sa saison rookie, Stoudemire va poser des moyennes très intéressantes avec 13,5 points et 8,8 rebonds par match. Il plantera même 38 points accompagnés de 14 rebonds contre les Minnesota Timberwolves le 30 décembre 2002 à seulement 20 ans. Ce qui sera le plus gros total de points sur un match inscrit par un joueur venant directement du lycée avant d'être battu un an plus tard par LeBron James avec 43 points. Bon petit joueur ce LeBron James. Amar'e est logiquement sélectionné dans l'équipe des rookies lors du Rookie Challenge où il enregistre 18 points, 7 rebonds et 4 interceptions et aura l'honneur d'être élu rookie de l'année 2003 devant Yao Ming, Caron Butler ou encore Manu Ginobili. Également en toute logique, mais il est récompensant étant élu dans la NBA All Rookie First Team. Et il devient de ce fait le premier joueur à obtenir le titre de rookie de l'année en étant drafté directement depuis le lycée. Mais au-delà des performances individuelles, pour sa première saison sous les couleurs des Suns, Phoenix réussit une belle saison en terminant 8ème de la conférence Ouest grâce à un effectif composé de Stephon Marbury, Shawn Marion, Joe Johnson ou encore Penny Hardaway. Mais les Suns sont battus en 6 matchs par les futurs champions, les San Antonio Spurs. Au cours de la saison suivante, Stoudemire s'est amélioré sur le plan statistique avec des moyennes de 20 points, 9 rebonds, 1 interception et presque 2 contres par match. Mais c'est sur le plan collectif que ça pose problème. Les Suns terminent la saison avec un bilan de 29-53 et Stephon Marbury est échangé aux Knicks de New York en cours de saison contre presque rien. Fort de quelques progrès défensifs notables, Stoudemire réalise même un match à 10 contres dont 6 dans le premier quart-temps. Et ces différents progrès lui permettent d'être sélectionné par Team USA à l'été 2004 pour les fameux JO d'Athènes. Bon, quand je dis fameux, c'est pour parler de la performance des Américains, enfin plutôt de la contre-performance, où l'Argentine de Manu Ginobili va les priver d'une 4ème victoire consécutive depuis que les pros participent au tournoi olympique, soit depuis 1992 et la Dream Team. Les États-Unis repartent avec une simple médaille de bronze et l'entraîneur Larry Brown ne donne quasiment pas de jeu aux jeunes que sont LeBron James, Carmelo Anthony et Amar'e Stoudemire, qui passe pour sa part moins de 7 minutes sur le parquet par match. Mais la saison 2004-2005 va marquer un tournant dans la carrière du Stoud avec une rencontre. Une rencontre qui sonne à la fois comme une révélation, mais surtout comme une réelle évidence. Cette rencontre, c'est celle de Steve Nash. Signé en tant que free agent durant l'été 2004, le maestro canadien pose ses valises dans l'Arizona et va former avec Amar'e Stoudemire l'un des duos offensifs les plus destructeurs et efficaces des années 2000, prenant la succession du duo Kobe-Shaq dans la conférence Ouest. Alors j'ai pas fait un doublon de la vidéo de The Ball Never Lies, mais globalement sur pick and roll dans l'histoire, il y a peut-être juste le duo Stockton-Malone au-dessus. On assiste chaque soir à une succession de pick and roll meurtriers où la vista de Steve Nash se combine parfaitement à l'exécution et aux qualités athlétiques du Stoud. Faut dire qu'Amar'e Stoudemire est une bête physique et un monstre dans la raquette. Un éléphant de 2,08 m pour 111 kg de puissance qui en fait un intérieur solide et épuisant à défendre. Rapide et agile pour son poste et ses mensurations, Stoudemire est surtout dans la juste lignée de Shawn Kemp avant lui. Avec une détente évaluée à 96 cm, autant vous dire que lancé en plein air, il est inarrêtable. Et les quelques fadas qui ont osé le défier en ont fait rapidement les frais, avec de vrais posters bien sales comme les fans les aiment. Oui, c'est très violent. Mais Amar'e est aussi un incroyable finisseur près du cercle. Et si l'adversaire arrive à verrouiller la peinture, pas de soucis car il peut dégainer à 5-6 mètres pour punir les défenses. Offrant une alternance au pick and roll des Suns de Mike D'Antoni. Pas les meilleurs des défenseurs, mais il est capable de réaliser quelques gros contres grâce à ses qualités athlétiques.
Puis de toute façon, la défense dans le système d'Anthony, autant vous dire qu'on s'en tamponne royalement. Bref, vous l'aurez compris, Amar'e Stoudemire est un monstre offensif, un grand délire qui ne laisse aucune chance à ses vis-à-vis sur le plan technique et athlétique. Et avec Steve Nash à la baguette et de bons role-players pour entourer le duo, on se dit que la voie est toute tracée pour ces Phoenix Suns irrésistibles. Mais on en reparlera plus tard. Revenons plutôt à nos soleils à la première saison du duo Nash-Stoudemire, qui fera grand bruit dans la ligue puisque les Suns terminent la saison 2004-2005 avec un bilan de 62 victoires pour 20 défaites seulement, soit le meilleur bilan de la ligue. Steve Nash est élu MVP et Mike D'Antoni coach de l'année. Et pour Stoudemire, une saison à 26 points par match, un nouveau record en carrière avec 50 points contre les Trail Blazers de Portland le 2 janvier 2005. Une deuxième place au concours de dunk avec quelques pitreries en compagnie de Steve Nash. Une sélection pour son premier All-Star Game et une première sélection dans une All-NBA Team, plus précisément dans la seconde de l'année. Les Suns retournent en playoff, sweep les Grizzlies au premier tour et éliminent les Mavs 4-2 en demi-conf. Lors de la finale de la conférence Ouest contre les Spurs de San Antonio, Phoenix est face à un morceau. Enfin, plutôt 3. Mais les Spurs sont fortes à faire face à un Stoudemire totalement inarrêtable sur la série. 37 points, 10 rebonds, presque 2 contres de moyenne, le tout à 55% au tir. Pourtant, malgré les performances dantesques du Stoud, les Suns vont perdre la finale de conférence 4-1, tandis que les Spurs, eux, iront remporter le titre face aux Pistons. Et alors que les Suns et Stoudemire sont très attendus pour la saison 2005-2006, c'est la douche froide dans l'Arizona. Pendant la pré-saison, on découvre des dommages au cartilage du genou d'Amar'e Stoudemire et s'ensuit une opération de microfracture le 18 octobre 2005. Plutôt optimiste, le front office l'attend pour mi-février. Mais sa rééducation prend plus de temps que prévu et il ne revient à la compétition qu'au courant du mois de mars. L'occasion parfaite pour Boris Dio d'exposer tout son talent cette saison et de devenir MIP tout en jonglant entre les postes 3, 4 et 5. Sacré Babagva. Stoudemire revient quand même, mais pour 3 matchs et 9 points de moyenne et il sera impossible de jouer plus cette saison en raison de la raideur persistante de ses deux genoux. Malgré cette fausse bonne nouvelle, Phoenix termine deuxième de la saison régulière, Babak est donc élu MIP, Steve Nash réalise le back-to-back MVP et les Suns éliminent successivement les Lakers et les Clippers, tous deux en 7 matchs. En finale de conférence, c'est un nouvel échec pour les Suns qui s'inclinent 4-2 contre les Mavs d'un Dirk Nowitzki intenable. Durant l'intersaison, la rééducation de Stoudemire semble bien se passer et il est même invité à participer au camp 2006 de Team USA, mais il ne sera pas retenu dans l'équipe finale pour les mondiaux. Nouvelle saison, nouveau départ et nouveau numéro. Fini le 32 et place au numéro 1 pour la saison 2006-2007. Une saison encore au top pour les Suns qui terminent deuxième de la ligue avec un bilan de 61 victoires pour 21 défaites. Une saison également rassurante pour notre cher Amar'e qui prend part aux 82 matchs de l'exercice pour des stats de 20 points et presque 10 rebonds, le tout à plus de 56% au tir. Une nouvelle sélection All-Star Game pour lui, sa deuxième, et une perf de malade dans ce match des étoiles. 29 points et 9 rebonds en seulement 21 minutes. Mais malheureusement, c'est le regretté Kobe Bryant qui sera élu MVP du All-Star Game avec 31 points. Stoud est cette fois-ci sélectionné en All-NBA First Team et après la saison régulière, tous les regards sont tournés vers les playoffs. Et sur qui nos chers Phoenix Suns vont tomber en demi-finale de conférence? Leurs amis de toujours évidemment, les San Antonio Spurs. Une série déjà légendaire, ça dépend de quel côté on se place, mais vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Game 1, on est dans le 4ème quart-temps alors que Steve Nash est bien chaud avec 31 points ce soir là. Il se heurte à Tony Parker qui est en possession du ballon et le meneur canadien subit une profonde coupure au nez qui a saigné abondamment pendant le reste du match. Une blessure qui continue de saigner même à travers les pansements et qui contraint Nash à sortir du match et de ne pas enregistrer pour la première fois en playoff cette saison un double-double.
Si Amare Stoudemire fait le boulot avec 20 points et 13 rebonds, il ne peut rien faire face à Tim Duncan et Tony Parker respectivement à 32 et 33 points sur la rencontre. Les Spurs remportent le Game 1 111-106. Pas de surprise dans le Game 2 avec une domination des Suns qui remportent le match 101-81 pour égaliser la série à un match partout. Amare Stoudemire plante 27 points dont 21 en seconde mi-temps. Le Game 3 est pour le coup très serré, mais on assiste là encore à quelques incidents. Cette fois-ci c'est Manu Ginobili qui entre en collision avec Sean Marion pour un résultat à nouveau violent. Œil en sang, contusion pour l'Argentin. Ce qui n'empêchera pas les Spurs de remporter la partie 108-101 malgré 21 points de Stoudemire. Menés de 1, les Suns n'ont pas d'autre choix que de réagir rapidement et en termes de réaction, on va en avoir pour notre argent dans ce match 4. Troisième quart-temps, Phoenix perd de 11 points. Mais les Suns rattrapent progressivement leur retard avec un Stoudemire en 26-9 et sont devant de 3 points à quelques minutes de la fin du match. Et c'est à ce moment-là que notre ami Robert Horry va faire la faute qui va faire basculer toute la série et la qualifier de finale avant l'heure. Horry percute Steve Nash et l'envoie valser sur la table de marque. Et bon, comme vous pouvez vous en douter, Rajabel quitte le banc et prend une faute technique. Horry prend une faute flagrante et est éjecté du match. L'ami Bébert prendra 2 matchs de suspension, mais petit problème, Stoudemire et Babak sont également suspendus pour le prochain match, coupables d'avoir quitté leur banc lors de l'altercation. Une décision rude et cruelle qui tombera peu après la victoire des Suns dans ce Game 4. Phoenix doit alors faire sans Boris et Stoudemire dans le match 5, ce qui n'empêche pas les Suns de compter 16 points d'avance dans le second quart-temps, puis de mener de 8 points à 5 minutes de la fin. Mais avec 3 joueurs à plus de 45 minutes sur le parquet, les Suns explosent en fin de match et laissent filer une victoire précieuse 88-85. Impossible de ne pas imaginer ce qu'il se serait passé avec Stoudemire sur le terrain, c'est-à-dire une potentielle victoire qui aurait fait basculer toute la série. 3-2 pour les Spurs et match 6 archi décisif à San Antonio. Les Suns se retrouvent dos au mur et sont menés de 20 points dans le troisième quart-temps. Stoudemire va alors sortir l'une de ses meilleures performances en playoff pour maintenir la tête hors de l'eau. 38 points, 12 rebonds, 4 contres à 50% au tir. Mais les Spurs de Popovich sont éternels et Phoenix s'incline 114-106. Une fin de série tellement cruelle quand on repense à la succession d'événements qui s'y trouvent. Et comme si ça ne suffisait pas, on apprendra plus tard que l'un des arbitres de la série est impliqué dans un scandale de paris et matchs truqués. Il révélera plus tard que son superviseur n'aimait pas du tout le propriétaire des Suns, Robert Sarver, tu m'étonnes, et qu'il aimait de plus en plus la culture de San Antonio, au point de vouloir s'assurer que les Spurs continuent leur série de playoffs cette année-là. Ouais, il y a quand même de quoi avoir la haine côté Suns. Pourtant, l'optimisme est bien là dans l'Arizona. Steve Nash est double MVP, Babak MIP, Sean Marion est l'un des joueurs les plus polyvalents de la ligue, et Stoudemire vient de claquer une grosse série de playoffs face aux Spurs avec 25 points, 12 rebonds et 2 comptes de moyenne. Et tous les fans attendent la saison suivante avec impatience. Amare Stoudemire participe au championnat des Amériques de la FIBA en 2007, mais il se retire pour les Jeux Olympiques de 2008 car il souhaite prendre ses précautions suite à sa blessure de la saison dernière. Et il faut dire que le Stoud a bien raison, car il va réaliser une saison 2007-2008 incroyable. 25 points par match, meilleur marqueur de son équipe, 9 rebonds, 2 contres et une adresse de 59% au tir. Un retour au premier plan possible grâce à l'arrivée d'un certain Shaquille O'Neal à Phoenix qui lui offre un appui supplémentaire dans la raquette. Cette saison-là, Amare est All-Star et All-NBA Second Team. Avec 55 victoires, les Suns terminent 6ème à l'Ouest. Ah oui, dans la conférence Ouest à cette époque, t'allais pas en playoff en dessous de 50 victoires. Et qui sait qui vont rencontrer au premier tour? Les San Antonio Spurs. Encore. L'acte 3, enfin. Le moment tant attendu est arrivé pour les Suns qui vont perdre 4-1. Amare Stoudemire sera pourtant énorme avec des moyennes de 23 points, 9 rebonds, plus de 2 contres et plus d'une interception par match. Parce que oui, c'est bien beau de mettre des paniers et de faire des pick and roll du futur, mais si tu veux gagner, à un moment donné, faut défendre. Ce que les Suns de Mike D'Antoni n'ont jamais réussi à faire, alors que c'est impératif, voire vital pour aller loin en post-season. D'ailleurs, en parlant de Mike D'Antoni, ce dernier décide d'arrêter l'aventure Phoenix et pose ses valises dans la Mecque du basket pour entraîner les New York Knicks. Du coup, c'est Terry Porter qui débarque dans l'Arizona pour la saison 2008-2009, mais il sera remercié à la mi-saison et remplacé par Alvin Gentry. Phoenix finit l'exercice en 46-36 et Stoudemire termine encore meilleur marqueur des Suns avec plus de 21 points, ce qui lui vaut une place de titulaire All-Star Game de cette saison. Mais en février, Amare souffre d'un décollement de la rétine et se fait opérer. Cette opération lui fait rater la saison régulière et les Suns n'iront pas en playoff. Pour la saison suivante, il est obligé de sortir sa plus belle paire de lunettes à la Edgar Davids et ça va plutôt lui réussir avec une saison à 23 points, 9 rebonds, 1 contre, à 56% au tir. Encore All-Star pour la 5ème fois
et All-NBA Second Team pour la troisième fois. Un bilan de 54-28, Phoenix termine 3ème et fait jusqu'en finale de conférence avec un duo Jason Richardson-Stoudemire à plus de 20 points au premier tour et une demi en 20.9 rebonds pour Stoud. Le comble de la demi-finale, un sweep face à leur ennemi de toujours, les San Antonio Spurs. Et alors qu'on se dit que ça peut être enfin l'année des Suns, qui se pointe en finale de conférence? Kobe et les Lakers. Mais Amara a tout tenté pour qualifier son équipe en finale NBA. Après avoir perdu les 2 premiers matchs, Stoudemire a marqué 42 points dans le 3ème et 21 dans le 4ème pour aider les Suns à égaliser la série 2-2. Mais les Lakers sont en véritable mission cette année-là et ça fait 4-2 pour les Angelinos avec un Kobe tout fâché à 33 points de moyenne sur la série. Une nouvelle finale de conférence et encore un échec pour Stoudemire et les Suns. Rien n'y fait, Phoenix n'y arrive pas. Et arrive alors la Free Agency 2010 où de grands noms sont sur le marché. Amara et Stoudemire bien sûr, mais aussi Dwayne Wade, Chris Bosh et surtout LeBron James. Et quel est le premier gros domino qui tombe lors de cette intersaison? Le Stoud bien évidemment. Il est envoyé au New York Knicks via un sign and trade contre son contrat de 100 millions sur 5 ans. Les Suns récupèrent plus de 16 millions d'exceptions de transfert ainsi qu'un second tour de draft 2012 dont ils ne pourront même pas bénéficier car il sera protégé top 55. S'ensuit alors un enchaînement de signatures avec la création du fameux Big Tree de Miami notamment. Mais dans la Big Apple, c'est l'effervescence. Après des années de galère, les fans pensent tenir enfin la superstar qui leur permettra de retourner en playoff, après l'échec du projet Marbury notamment. D'autant plus que l'ami Amare retrouve un visage qui lui est bien familier sur le banc, en la personne de Mike D'Antoni. Et pour sa première saison sous le maillot des Knicks, Stoudemire va sortir du très lourd, avec 25 points, 8 rebonds et 2 comptes de moyenne à 50% au tir, dont un 43% à 3 points qui montre l'évolution du big man dans son jeu et ses progrès derrière l'arc. Et dans cette équipe excitante composée de Raymond Felton, Wilson Chandler ou encore Danilo Gallinari, Stoudemire va salir les défenses avec des records de franchise de 9 matchs consécutifs à 30 points ou plus et 9 matchs consécutifs à 50% au tir minimum. Dans une franchise qui a vu passer Patrick Ewing notamment, ça vous classe le monsieur. Il est à nouveau titulaire au All-Star Game, ce qui fera de lui le premier Knick titulaire dans ce match depuis Ewing justement. Mais qui dit mois de février dit trade deadline et transfert à tout va. Les Knicks décident d'apporter du star system à une équipe qui tournait plutôt bien collectivement et récupèrent dans un deal à 3 l'ailier vedette des Nuggets, Carmelo Anthony, ainsi que le meneur MVP des finales 2004, Chauncey Billups. Et avec ce trio et un bilan de 42-40, les Knicks participent aux playoffs pour la première fois depuis 2004. Face aux Boston Celtics de Garnett, Pierce et Allen, New York ne résiste pas et se fait éliminer 4-0. La faute à une supériorité dans le jeu celte et une nouvelle blessure pour Stoudemire qui ne sera pas à 100% avec seulement 15 points de moyenne sur la série. Ce qui n'empêchera pas la ligue de les lire à nouveau dans la All-NBA Second Team de l'année. La saison 2011-2012 est malheureusement entachée d'un lockout qui a privé les joueurs et les fans d'une partie de la saison régulière. Stoudemire fait d'ailleurs partie des représentants des Knicks dans les négociations salariales, avec Roger Mason Jr., son coéquipier vice-président du syndicat des joueurs de l'époque. Durant cette période, certains joueurs comme Tony Parker ou Deron Williams décident d'aller jouer en Europe afin de garder le rythme de la compétition, et à l'image de ces joueurs, Stoudemire est à 2 doigts de rejoindre le Maccabi Tel Aviv, en raison de son possible héritage hébreu, mais décide finalement de rester avec le syndicat des joueurs pour finaliser les accords. Il profite cependant de cette pause pour apparaître dans l'avant-dernier épisode de la série Entourage. Une fois le lockout levé, la saison peut enfin démarrer pour Stoudemire et les Knicks, une saison qui s'annonce bien particulière et compliquée pour l'ailier fort. Premièrement, il devient la deuxième option offensive de l'équipe. En même temps, quand tu as Prime Carmelo Anthony dans ton équipe qui prend 20 tirs par match, il y a moyen que tu vois moins la balle en effet. Ce qui fait qu'il ne tourne qu'à 17 points de moyenne à 48% et se retrouve pour la première fois de sa carrière sans meneur de jeu digne de ce nom, puisque les Knicks coupent Billups en début de saison. Deuxièmement, le lockout n'a pas aidé Amare qui a pris quelques kilos et qui l'oblige à lutter toute la saison pour revenir à son poids de forme avant les playoffs. Compliqué du coup d'être à 100%. Troisièmement, il perd son frère en cours de saison suite à un accident de la route et on imagine qu'il ne doit pas avoir la tête dans le basket à ce moment-là. Quatrième point, la baisse de son impact dans le jeu l'écarte du All-Star Game pour la première fois depuis 2006. Et enfin, alors qu'il retrouve la forme et son efficacité au mois de mars, son dos refait des siennes, il pète ensuite les plombs au premier tour des playoffs face au Heat des Tres Amigos en frappant dans un extincteur après le Game 2, ce qui lui fera manquer le match 3 de la série. Un sursaut d'orgueil au match 4 avec 20 points et 10 rebonds dans une victoire des Knicks qui sera la seule de la série à remporter 4-1 par Miami. Stoudemire a 30 ans lors de la saison 2012-2013, mais son corps semble en avoir plus. Amare manque les 30 premiers matchs de la saison en raison d'une blessure au genou et à son retour, il est limité à 30 minutes par match. Mais son genou le gêne encore et il manque le reste de la saison avec seulement 29 matchs au compteur, tous en tant que remplaçant pour des moyennes de 14,2 points par match et 5 rebonds en 23,5 minutes par match seulement. Mais sans lui durant quasiment toute la saison, les Knicks terminent quand même deuxième à l'Est avec 54 victoires et se qualifient pour les playoffs pour la troisième fois consécutive.
Stoudemire rate le premier tour de playoff, mais les Knicks battent les Celtics 4-2 sur la première victoire des Knicks en playoff depuis 2000. Notre ailier fort fait son retour à la compétition lors du troisième match de la demi-finale de conférence Est face aux Indiana Pacers d'un Paul George tout fâché cette saison-là. Mais Amar'e ne peut pas peser sur la série. Il ne joue que 8 minutes par match pour de maigres stats de 4 points et 2 rebonds, et les Knicks perdent la série contre les Pacers en 6 matchs. Alors que les blessures l'ont limité à 47 et 29 matchs joués lors des 2 saisons précédentes, Stoudemire parvient à jouer 65 matchs lors de la saison 2013-2014 et redevient même titulaire début mars pour 21 matchs au total avec des chiffres de 17 points et 6 rebonds sur ce mois-ci. Plutôt en galère cette saison, les Knicks réussissent à enchaîner plusieurs victoires sous l'impulsion d'un retour de leur intérieur. Mais avec un bilan de 35-47, ils terminent 9ème à l'Est alors que Stoudemire finit la saison sur des moyennes de 12 points et 5 rebonds, à 56% au tir, le tout en moins de 23 minutes passées sur le parquet. Le coaching staff commence à comprendre que Stoudemire ne sera plus la bête physique qu'il était, avec ses nombreuses blessures, il ne peut plus peser physiquement comme il le faisait en début de carrière. Son nouvel entraîneur Derek Fisher décide de lui confier un autre rôle en sortie de banc afin de maximiser au mieux son physique sur un laps de temps plus court. Pour la saison 2014-2015, il devient un leader solide en seconde unit avec des moyennes de 13 points et 7 rebonds, mais une nouvelle fois, ses blessures au genou vont le rattraper et il manque à nouveau une dizaine de rencontres. Et pour ne rien arranger, les Knicks sont absolument catastrophiques cette saison et finissent avec un piteux bilan de 17 victoires pour 65 défaites. L'équipe va alors entamer une reconstruction et après 5 saisons dans la ville qui ne dort jamais et des stats de 17 points, 7 rebonds, 1 contre à 52% au tir, Stoudemire est coupé par les Knicks le 16 février 2015. 2 jours plus tard, Amar'e Stoudemire s'engage avec les Dallas Mavericks. Et pour son premier match sous les couleurs texanes, il score 14 points en 11 minutes en sortie de banc. Il participe à 23 matchs pour les Mavericks et tourne à 10,8 points et 3,7 rebonds par match. Face aux Rockets de James Harden et Dwight Howard au premier tour de playoff, Stoud ne sera plus qu'un genre de rotation avec 15 minutes de jeu par rencontre pour des moyennes de 8 points et 3 rebonds. Les Mavs ne sont jamais très loin à chaque match, mais doivent s'incliner en 5 matchs face au deuxième meilleur bilan à l'ouest. Agent libre, c'est Miami qui s'adjoint les services de ce bon Stoud pour la saison 2015-2016. Mais à cause de nouvelles douleurs au genou, il ne participe qu'à un seul des 10 premiers matchs du 8. Beaucoup moins explosif, Amar'e ne peut plus jouer ailier fort car il n'est plus assez rapide pour suivre les intérieurs qui jouent de plus en plus au large. Mais son physique ne lui permet quand même plus de jouer plus de 15 minutes par match et il devra se contenter de miettes avec les stats les plus faibles de sa carrière, 6 points et 4 rebonds par match. Miami arrive à terminer 3ème à l'Est, mais affronte au premier tour les Charlotte Hornets où Stoudemire a 12 minutes de jeu pour seulement 5 points. Mais en demi de conf face aux Raptors, il est clairement benché et ne joue que 31 minutes sur l'ensemble des 7 matchs de la série. Amar'e Stoudemire prend alors conscience qu'il ne peut tout simplement plus jouer NBA. Et après 14 saisons dans la Grande Ligue, à 33 ans, il signe un contrat avec les New York Knicks pour prendre sa retraite en tant que Knick. Je pense que les fans des Suns apprécieront le geste, hein. Bien que retiré des parquets NBA, Stoudemire n'a pas pris sa retraite de joueur de basket, et le 1er août 2016, il signe un contrat de 2 ans avec l'Hapoel Jérusalem, une équipe dont il est copropriétaire dans la première ligue de basketball israélienne. Après cet épilogue en dehors des frontières américaines le 1er septembre 2017, Stoudemire annonce cette fois-ci que le basket et lui, c'est terminé pour de bon. Pour de bon? Ouais, en fait pas tout à fait. En février 2018, Amar'e rejoint l'équipe Tree State de la Big Tree League d'Ice Cube en tant que co-capitaine. Mais 3 mois plus tard, il annonce carrément qu'il souhaite faire un retour NBA. Un appel du pied qui ne trouvera pas preneur et 4 mois plus tard, en septembre 2018, nous fait une Michael Jordan et ressort de sa retraite pour retourner en Israël. Il s'engage à nouveau avec l'Hapoel Jérusalem pour la saison 2018-2019. En 2 saisons dans la capitale, l'ancien Marsupilami va compiler des moyennes de 11,7 points, 7,4 rebonds, le tout à plus de 58% au tir. Et il récupère quelques trophées et distinctions au passage. Une coupe de la Ligue israélienne, une Super League israélienne et All-Star de la Première Ligue israélienne. En 2019, direction la Chine et les Fujian Sturgeons de la Chinese Basketball Association, histoire de prendre quelques sous-sous et de garder la forme, tout en se rappelant ses bons souvenirs de NBA. L'aventure ne dure que 11 matchs pour des moyennes de 19,3 points et 8,2 rebonds. À la mi-décembre 2019, Stoudemire retourne aux États-Unis. Séjour qui sera de courte durée car il retourne en janvier 2020 au Maccabi Tel Aviv. Et à 37 ans, il s'offre un dernier baroud d'honneur et aide le Maccabi Tel Aviv à remporter le championnat, tout en obtenant les honneurs d'être MVP des finales de la Israeli Basketball Premier League avec 18 points et 7 rebonds sur la finale. Après ce dernier challenge, Amar'e Stoudemire arrête définitivement le basket professionnel et retrouve son vieil ami Steve Nash sur le banc des Brooklyn Nets. Il occupe à ce jour le poste d'assistant dédié au développement des joueurs. Il se lance également dans l'agriculture et plus précisément dans la production de viande éco-responsable, une manière de renouer avec l'environnement de son enfance, son grand-père ayant été lui-même fermier. Difficile de juger la carrière de ce cher Amar'e Stoudemire.
Totalement inarrêtable en début de carrière, multiple All-Star et top 6 MVP sur une saison, il aura révolutionné avec son compère de toujours le pick and roll et fait partie, qu'on le veuille ou non, du plus beau show des années 2000. Il aura détruit de nombreux défenseurs, éclaté quelques arceaux et tourne en carrière à 19 points, 8 rebonds et 1 contre en moyenne. Si les distinctions individuelles sont éloquentes avec 6 sélections au All-Star Game, 5 All-NBA dont une First Team, il est quand même compliqué de le classer haut quand on parle des meilleurs ailiers forts de l'histoire de la ligue en raison de son manque de résultats collectifs. Alors en vrai ça va, c'est pas dramatique, il y a des finales de conférence, des saisons régulières exceptionnelles, ainsi que quelques séries de playoffs de haute volée, mais au vu de son niveau et de celui des Phoenix Suns de l'époque, son absence en finale NBA est clairement l'ombre de ce tableau magnifique qu'ont été les Suns au milieu des années 2000. Reste à savoir si Stout peut à ce jour prétendre au Hall of Fame. Son palmarès individuel ainsi que sa médaille de bronze avec Team USA plaident en sa faveur, mais également le fait qu'il est l'un des 27 joueurs à compiler 15 000 points, 6 500 rebonds, 1000 passes et 1000 contres en carrière. Il a tourné à 20 points et 8 rebonds pendant 5 saisons de suite et 25 points et 8 rebonds pendant 3 saisons d'affilée, soit plus que Patrick Ewing, Kevin McHale et Eric Barry, tous Hall of Famer. Des chiffres éloquents, mais une fois de plus centrés sur les performances individuelles. Mais après tout, qu'il soit ou non Hall of Fame, on s'en fout, car ce n'est pas ce que l'on retiendra. On retiendra de Stoudemire ce mutant débarqué à NBA au début des années 2000, sorti directement du lycée, ses posters dévastateurs et son duo merveilleux avec Steve Nash, ou encore ses chantiers exceptionnels au scoring et ses séries magnifiques face aux Spurs. Et avec tout ça, après tout, le Hall of Fame, est-ce vraiment si important ?